vous propose de démarrer, il est 16h47. On ne va pas vous faire attendre plus longtemps. Bienvenue à toutes et à tous à cette table ronde donc consacrée à la force du mentorat à destination des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance. Pourquoi cette table ronde ? Tout simplement parce qu'au sein du collectif Mentorat, nous sommes plus que convaincus que toutes les formes de mentorat, parrainage, tutorat, toutes ces formes-là sont complémentaires des dispositifs de l'aide sociale à l'enfance et peuvent apporter quelque chose en plus aux enfants qui sont confiés aujourd'hui à l'aide sociale à l'enfance. Le mentorat, malheureusement, auprès des jeunes pris en charge par l'aide sociale à l'enfance n'est pas extrêmement développé en France. On estime qu'il correspond à peu près aujourd'hui à 1% des enfants confiés qui bénéficient de ce dispositif-là, quelle que soit la forme de mentorat. Et pourtant, de nombreuses études, puisque ça fait quelques années maintenant que certaines structures étudient annuellement l'impact du parrainage, l'impact du mentorat sur les enfants et les jeunes confiés à l'aide sociale à l'enfance, nous encouragerait plutôt à développer davantage ce dispositif dans ce champ-là. Quelques chiffres, il y a dans les dernières études, donc IMSO pour France Parrainage, 100% des enfants et des jeunes qui ont bénéficié de ce dispositif disent que ça a changé complètement leur vie. Donc ça, c'est quand même un chiffre qui n'est pas négligeable. Il y a 61% des enfants confiés et parrainés qui ont un emploi contre 20% des enfants seulement confiés qui ne bénéficient pas de ce dispositif-là. Et il y a 95% des enfants et des jeunes qui disent que ça a eu une véritable ouverture culturelle, un impact sur l'ouverture culturelle, qu'ils ont découvert de nouvelles choses. Rien que ces trois indicateurs-là, effectivement, plaident en faveur du développement du mentorat en protection de l'enfance. Cette table ronde, elle va avoir deux objectifs principaux. Le premier objectif, ça va être l'identification, ou en tout cas la tentative d'identification ici des besoins et des attentes des jeunes en ce qui concerne le mentorat. Il s'agira également d'essayer de démontrer, ça sera le cas grâce à certains témoignages, les effets positifs du mentorat dans le parcours des enfants et des jeunes qui en ont bénéficié. Et bien entendu, vos propositions, vos partages d'expériences sont les bienvenus pour venir enrichir le débat, enrichir cette table ronde. Ils permettront également au collectif Mentorat d'identifier certaines personnes ressources auxquelles nous pourrons faire appel dans le cadre d'actions de plaidoyer, mais vos bonnes pratiques serviront également aux autres acteurs du mentorat, autres acteurs du parrainage, qui pourront s'en servir pour les mettre également en pratique dans leur propre structure. Je vais essayer de ne pas être trop longue puisque le plus important, c'est quand même de laisser la parole aux intervenants qui nous ont fait donc le plaisir d'accepter notre invitation. Nous allons donc, nous aurons le plaisir d'entendre Julien Roux, conseiller en charge des politiques territoriales et des relations avec les élus locaux au secrétariat d'État en charge de l'enfance et des familles, qui nous présentera un panorama des actions et des dispositifs existants dans le cadre des politiques de la protection de l'enfance. Bonjour Julien. Nous aurons également l'occasion d'entendre Christophe Sanchez, qui est directeur des programmes au sein de la Fondation Break Poverty, et je crois qu'il y a un petit souci. Non, il est revenu, ça y est. C'est bon. Voilà. Je vais vous réépingler. Et qui nous présentera donc une recherche-action dont il est le coordinateur actuellement et qui est menée sur l'impact du mentorat à destination des jeunes pris en charge par l'aide sociale à l'enfance.
Désolée, parfois c'est la déformation professionnelle. Nous, au sein de France Parrainage, on parle de parrainage et pas de mentorat. Donc parfois, je vais dire parrainage, mais je veux dire la même chose hein, sur le fond. Nous aurons également le plaisir d'avoir un témoignage de terrain de la part de Joumana, qui est éducatrice scolaire au sein du village d'enfants à Nice, il me semble, ou en tout cas à proximité de Nice, et qui pourra témoigner et apporter des éclairages sur la mise en place d'un programme de mentorat auprès des jeunes au sein de son établissement. Et puis, elle pourra nous dire également quels sont les effets positifs qu'elle a pu constater tout au long de la mise en œuvre de ce projet. Et nous terminerons par ceux qui le vivent qui sont au cœur du dispositif. Donc, Ousmane Divassi, parrainé au sein de France Parrainage depuis 4 ans maintenant, il me semble, par Gwenaël Collin, et qui nous fera le plaisir, et nous sommes chanceux, de témoigner sur son expérience et sur le parrainage, le lien qu'il a aujourd'hui avec son parrain, ce que ça a pu lui apporter en complémentarité des services de l'aide sociale à l'enfance. C'était important pour Ousmane que je parle de cette question de complémentarité. Avant de démarrer, quelques petits points techniques. Les intervenants vont avoir à peu près 10 minutes de temps de parole. Entre chaque intervention, il y aura des possibilités de questions qui seront remontées par Paul Deric, qui est modérateur de cette table ronde. Voilà, il faut quand même qu'on tienne le temps. On a à peu près 1 heure devant nous et nous aurons tout le temps d'échanger sur les 30 dernières minutes qui sont consacrées aux questions-réponses. On essaiera tous ensemble de répondre au mieux à toutes les questions que vous vous posez. Et puis bien évidemment, vous avez un chat toujours régulé par Paul. Merci Paul. Au sein duquel vous pouvez aussi poser vos questions tout au long des interventions sans déranger personne. J'entends des petits grésillements, donc je me permets simplement de demander à tous de couper vos micros pour qu'on puisse ne pas avoir trop de bruit de fond. Donc là, je sais qu'il y a des micros qui sont encore ouverts. Et en plus, vous venez d'avoir 2 heures de plénière, donc à mon avis, vous avez la tête comme ça. Si on peut s'éviter ces bruits de fond, c'est encore mieux. Je ne sais pas, Paul, si tu peux les repérer, toi, mais peut-être qu'en... Il y en a un ouvert chez Nora G. Voilà, c'est fermé. Votre micro est coupé. Merci pour la collaboration. Du coup, c'est à moi qu'on a coupé la parole. Je ne sais pas si je dois prendre ça comme un signe ou pas. Mais en tout cas, je vais tout de suite lancer cette table ronde en donnant donc la parole à Julien. Vous qui travaillez donc au sein du secrétaire d'État en charge de l'enfance et des familles, est-ce que vous pourriez nous apporter quelques éléments de contexte sur les différents dispositifs qui existent dans le cadre des politiques de la protection de l'enfance et du mentorat? C'est à vous. Bonjour à tous. Merci d'abord au collectif Mentorat pour l'organisation de cet événement et pour l'invitation. Oui, je vais évidemment m'efforcer de dresser un peu le panorama des actions que nous menons de manière transversale et en collaboration avec tous les acteurs, puisque je crois que l'essence même d'ailleurs du mentorat au sens large tel que vous l'avez présenté et ne peut être que le fruit d'abord d'une collaboration. Pourquoi est-ce que, à notre sens, la question du mentorat, du parrainage, du tutorat sont des éléments qui sont essentiels dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance, et je vais commencer par là. C'est surtout parce que les jeunes de l'ASE sont probablement les jeunes qui connaissent la plus importante inégalité de destin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
on a des jeunes de l'aide sociale à l'enfance qui, bien que protégés par un système qui parfois mérite les critiques qui lui sont adressées, mais qui a quand même vocation d'une part à les sauver, d'autre part à les accompagner. Cette inégalité de destin continue à être particulièrement marquée et il nous semble utile, voire indispensable, d'activer l'ensemble des outils qui peuvent permettre de lutter contre ces inégalités de destin. Pourquoi elles existent ? D'abord, il y a une vraie forme d'autocensure qui existe aujourd'hui au sein de l'aide sociale à l'enfance, c'est-à-dire que on va se dire les choses de manière transparente, c'est-à-dire que souvent on pousse par exemple les jeunes de l'aide sociale à l'enfance à faire des études courtes parce qu'il y a une espèce d'exigence d'autonomie à 18 ans qui heureusement grâce au projet de loi sur lequel je vais revenir, on va mettre fin à ce couperet des 18 ans. Il y a aussi la question de la formation des professionnels et des éducateurs qui sont pas ou qui n'ont pas toujours été accompagnés sur les questions d'insertion professionnelle. Et on est face à une situation qui est quand même assez paradoxale puisque les jeunes de l'aide sociale à l'enfance sont entre guillemets, sous notre main, en tout cas sous nos yeux, et ils ont une situation scolaire beaucoup plus dégradée que ceux de leur âge, et ça pose quand même un certain nombre de questions, et il faut absolument qu'on puisse y répondre. Le mentorat, vous l'avez dit, n'est pas encore très développé, mais ça va changer. En tout cas, on l'espère, grâce à la mobilisation collective. Et ça fait clairement partie des priorités que nous avons souhaité mettre en avant et que nous souhaitons développer. En 2019, le secrétaire d'État, Adrien Taquet, a lancé une stratégie nationale de prévention et de protection de l'enfance, qui a été lancée en octobre 2019, avec un objectif simple, c'était garantir à chaque enfant les mêmes chances et les mêmes droits. Ça, c'est la ligne de conduite absolue qui a guidé tout le travail que nous menons autour de la stratégie nationale de prévention et de protection de l'enfance. Et pour ça, il faut transformer la manière dont on mène les politiques publiques concernant l'aide sociale à l'enfance. Pour transformer cette politique et la manière dont on conduit les politiques, on a développé 3 outils, ou en tout cas on a 3 grands outils. Le premier, c'est une série d'actions nationales qui sont menées par le ministère en lien avec l'ensemble des acteurs, et je tiens à redire ici que concernant l'ASE, rien ne peut être fait si nous ne travaillons pas collectivement ensemble et si nous n'allons pas tous dans le même sens, et c'est aussi un des grands atouts de cette stratégie, c'est qu'elle est partagée par l'ensemble des acteurs qui agissent sur le champ de la protection de l'enfance. Et dans le cadre de ces actions nationales, on a notamment souhaité développer, nous, le soutien scolaire. On a fait plusieurs appels à projets pour permettre aux foyers qui accueillent les jeunes de l'aide sociale à l'enfance d'organiser du soutien scolaire. Et on souhaite pérenniser ce travail-là, puisque l'école, bien entendu, restera un des éléments majeurs pour lutter contre ces inégalités de destin. On a un deuxième bloc qui est très important, qui est celui de la contractualisation qu'on mène avec les départements, puisque vous savez que la protection de l'enfance relève d'une compétence départementale. Et il faut être très clair, l'État en 84, quand il a décentralisé la protection de l'enfance, il s'est dégagé assez largement, on va dire, de cette politique publique, et c'était une erreur sur laquelle on cherche à revenir, puisque encore une fois, nous on a une position qui est très claire, c'est-à-dire que aujourd'hui on demande presque à un jeune de l'aide sociale à l'enfance de s'adapter à notre organisation institutionnelle. Ça n'a aucun sens. C'est aux organisations institutionnelles de s'organiser autour de la vie de l'enfant. Donc on a décidé de travailler ces contrats avec les départements. Parmi les pistes qu'on a souhaité travailler avec les départements, il y a le financement de 10 000 parrains
qui est donc un des outils qu'on souhaite développer et pour permettre évidemment aux jeunes d'avoir accès au parrainage, parce qu'on sait que ce sont des outils qui sont efficaces contre les inégalités de destin et qui sont des outils d'accompagnement particulièrement importants. Et puis on a un troisième bloc qui est le projet de loi qui a été voté à l'Assemblée en juillet dernier, puis au Sénat en décembre dernier, et qui a fait l'objet d'un accord en commission mixte paritaire, c'est-à-dire que sénateurs et députés se sont mis d'accord sur un texte de manière à ce qu'il puisse être promulgué le plus rapidement possible. Et à l'intérieur de ce projet de loi, dans le cadre des échanges qu'on a eus avec les parlementaires, et on a beaucoup et bien travaillé avec eux, lors du débat à l'Assemblée nationale en juillet sur proposition du député Majoubi, on a voté un amendement pour faciliter l'accès au parrainage pour l'ensemble des jeunes de l'aide sociale à l'enfance. Finalement, on s'est rendu compte que le vote de cet amendement a entraîné une réflexion un peu en cascade avec les différents acteurs, et au Sénat, avec l'aide précieuse de Break Poverty, dont je veux saluer ici l'engagement et le travail, on a travaillé un amendement gouvernemental non seulement pour rendre systématique la proposition du parrainage, alors qu'elle sortait de l'Assemblée avec simplement une approche volontariste. Donc on a rendu obligatoire la proposition de parrainage pour tous les jeunes de l'aide sociale à l'enfance, et en plus on l'a élargi au mentorat, puisque ça nous semblait être un élément tout à fait complémentaire et indispensable. Donc on a une loi qui va bientôt être promulguée, qui va rendre obligatoire la proposition systématique pour tous les jeunes de l'ASE d'un parrain ou d'une marraine et d'un mentor. Pour le mentorat en particulier, on souhaite que ça puisse être proposé dès l'entrée au collège, puisque ça rejoint l'élément que j'indiquais dans mon introduction sur le côté très censure ou autocensure que la protection de l'enfance en général, moi je pointe personne du doigt, mais qui de temps en temps pèse quand même sur les jeunes de l'aide sociale à l'enfance, c'est-à-dire qu'il faut mettre fin aussi à cette autocensure et à cette forme d'obligation d'aller vers des études courtes. Je rappelle que seuls 6% des jeunes de l'aide sociale à l'enfance font des études supérieures. Donc il faut aussi qu'on puisse, via l'accompagnement d'un mentor, d'un parrain, bien rappeler à l'ensemble des jeunes de l'aide sociale à l'enfance qu'aujourd'hui on est en capacité de les accompagner pour les études de leur choix, y compris les études supérieures, pas que, mais aussi des études supérieures. Et surtout, on a fait le choix d'inscrire le parrainage et le mentorat au sein du projet pour l'enfant, le PPE, dont un certain nombre d'entre vous ont entendu parler, puisque c'est le document sur lequel l'ensemble des professionnels se mettent d'accord pour l'accompagnement de l'enfant pendant toute la durée de sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance. Donc on est vraiment sur quelque chose qu'on veut généraliser et qu'on veut véritablement rendre très clair et partagé avec l'ensemble des jeunes concernés pour qu'on en fasse un outil aujourd'hui ou demain plutôt, qui sera durablement inscrit dans le paysage de l'aide sociale à l'enfance et qui permettra un meilleur accompagnement de tous les jeunes de l'aide sociale à l'enfance. Je fais juste il faut que je me dépêche parce que je crois que j'arrive peut-être pas loin des 10 minutes. Et je me suis fait couper ma caméra, oui c'est ça. Mais juste pour vous dire que dans le cadre de l'appel à projet Un jeune, un mentor, qui est dans le cadre du plan Un jeune, une solution porté par le gouvernement, on a fait le choix aussi de financer spécifiquement des associations qui vont mentorer des jeunes de l'aide sociale à l'enfance. Donc, je pense évidemment à Break Poverty, mais il y a aussi les Ombres et il y en a d'autres, parce que ça nous semble véritablement des éléments essentiels pour lutter contre les inégalités de destin. Je crois qu'il faut que je m'arrête là, c'est ça ? Tout à fait, Julien, et merci. Est-ce que vous pouvez réactiver votre caméra du coup, puisqu'en fait ça avait bloqué tout à l'heure. Je ne sais pas si... Voilà, bon, super. Donc c'est pour ça que la caméra s'est désactivée.
Merci beaucoup. Et il me semble avoir vu passer une question. Je crois, si j'ai bien lu, que c'était par rapport à la différenciation entre le mentorat et le parrainage dans le projet, dans la loi. Est-ce que c'est bien ça, Paul? Tu confirmes? Tout à fait. Alors, on peut la poser tout de suite, celle-ci, parce qu'elle est vraiment liée directement à la présentation de Julien. Je vais juste remettre ma caméra pour que l'ensemble des personnes me voient. Alors, en effet, Julien, on a Florence Masneau de Télémac qui vous demande si dans l'amendement gouvernemental, il y a bien une différence qui est faite entre le parrainage davantage orienté comme un soutien scolaire et le mentorat vu comme un échange avec un adulte plus expérimenté. Est-ce que vous pouvez juste compléter peut-être sur ce point? Bien sûr, je confirme tout à fait l'idée qu'on distingue bien ces deux éléments. Le parrainage a une structuration peut-être plus avancée que le mentorat aujourd'hui. Vous savez qu'il y a une charte nationale du parrainage qui est en cours par ailleurs je crois, de renouvellement, parce qu'elle doit dater de 2013, peut-être la précédente. Enfin, je vois que c'est ça. Donc il y a quelque chose qui est un petit peu plus structuré aujourd'hui, on va dire. Mais l'idée, c'est bien aussi de pouvoir peut-être accompagner une structuration plus poussée du mentorat. Et c'est quelque chose où on distingue bien un parrainage qui est peut-être aussi, qui a peut-être une orientation plus d'insertion sociale dans le sens ouverture au monde. Par exemple, je parle du ciné, le musée, enfin voilà. Alors que le mentorat aura peut-être une dimension peut-être plus insertion professionnelle. Voilà, mais en tout cas, on travaillera évidemment avec l'ensemble des professionnels et des acteurs pour stabiliser l'ensemble de ces éléments. Merci Julien. Juste une petite question. Qu'est-ce que cette loi va changer finalement pour les structures qui mettent en place le parrainage? Parce que le systématiser, c'est bien, mais du coup, il faut forcément des moyens pour pouvoir permettre à ce que 300 000 enfants aujourd'hui confiés à l'aide sociale à l'enfance puissent éventuellement bénéficier de ce dispositif. C'est une question directe du collectif mentorat, ça, c'est ça? Non, bien sûr. Non, mais vous avez raison. Je crois que par ailleurs, l'enjeu principal aussi va se situer dans la question du vivier, parce que c'est effectivement très bien. Alors bon, vous savez, une loi, elle est générale et impersonnelle, elle n'a pas vocation à régler l'ensemble des détails dans la loi, mais par contre, elle implique que que nous puissions travailler en tout cas collectivement pour s'assurer de la mise en œuvre de ce que nous avons voté ou ce que les parlementaires ont voté. Donc il y a une question de vivier qui va être extrêmement importante, puisque vous savez qu'aujourd'hui, il y a à peu près 380 000 enfants qui sont suivis, enfants et jeunes, qui sont suivis par l'aide sociale à l'enfance. La moitié sont suivis à domicile. L'autre moitié fait l'objet d'un placement, soit auprès d'une famille d'accueil, soit dans un foyer, soit même dans des structures de semi-autonomie. Je pense que ça doit être notre cible principale dans un premier temps. Et grosso modo, une classe d'âge à l'ASE, c'est à peu près c'est 20 000 enfants, à peu près. Donc c'est très important. Donc il y a un premier pas qui a été opéré via l'appel à projet un jeune à mentor, où on finance quand même déjà un certain nombre de places, mais qui sont assez loin, pour le dire très franchement, de la cible. Et aujourd'hui, on doit travailler ce vivier. Moi, j'ai commencé à avoir des contacts avec un certain nombre de structures. Alors, parfois, ça fait un peu sourire quand j'annonce, mais moi, j'ai notamment eu un échange avec l'association des réservistes de la gendarmerie nationale. Donc, ne riez pas, mais les réservistes de la gendarmerie nationale ont une dimension citoyenne extrêmement importante, et ils sont extrêmement intéressés pour justement être un vivier de mentors dans le cadre du PJL, en tout cas de cet élargissement qu'on a voté dans le PJL, mais on va avoir un enjeu très important avant début avril ou avant mi-avril, de pouvoir se revoir tous ensemble pour regarder quelles sources et quels moyens on trouve pour vous accompagner, bien sûr. Merci beaucoup, Julien, pour cette réponse sans langue de bois. Sans transition, je vais donner la parole à Christophe. Et Christophe, je pense qu'il aura été ravi de cette question sur la différenciation entre mentorat, soutien scolaire, parrainage, puisque c'est un vrai casse-tête dans le cadre de la recherche-action que
vous menez actuellement. Je vais donc vous donner la parole pour que vous puissiez étayer un petit peu autour de cette recherche-action sur laquelle vous travaillez, avec un ensemble d'acteurs qui sont présents d'ailleurs à cette table ronde en tant que participants ou en tant qu'intervenants. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Intissar. Merci à tous d'être présents pour cette table ronde et de nous laisser l'opportunité de nous exprimer. Juste très rapidement, donc moi je suis Christophe Sanchez, je suis en charge des programmes au sein de la fondation Break Poverty. Donc nous, on est une fondation qui met en place des solutions à destination du public enfants et jeunes, particulièrement des enfants et jeunes issus de milieux défavorisés. Et du coup, à ce titre, ça fait pas mal de temps qu'on travaille avec les acteurs du mentorat/parrainage, du coup je vais tout le temps dire ça, mentorat/parrainage, et en fait en menant notamment un travail assez scrupuleux l'an dernier, on s'est rendu compte qu'on avait du côté des acteurs du mentorat, plus particulièrement, la difficulté à toucher les jeunes, les jeunes les plus en difficulté, à la fois socialement, à la fois scolairement, à la fois en matière d'insertion sociale. Et l'aide sociale à l'enfance, c'est un bon exemple de ça, puisque, Intissar, vous le rappeliez, on a aujourd'hui très peu de jeunes qui bénéficient d'un mentor, d'un parrainage. Julien, on a aussi parlé en évoquant les difficultés sociales qu'on peut retrouver au sein de l'aide sociale à l'enfance. Et nous, partant de ce constat, on s'est dit que c'était assez dommage, ne serait-ce que parce qu'il y a un impact, un effet qui est souvent objectivé dans le mentorat, c'est la capacité à développer les liens sociaux et à sortir les jeunes d'un certain isolement social qu'on retrouve beaucoup dans toutes les statistiques qu'on a sur les jeunes de l'aide sociale à l'enfance. Donc, ça, c'était un premier point. Un deuxième point, c'est que beaucoup d'acteurs du mentorat, plus particulièrement, nous ont dit que une des raisons de la complexité de mettre en place des mentorats avec les jeunes de l'aide sociale à l'enfance, c'est que c'est par définition, Julien l'a expliqué, un monde assez complexe, avec notamment une chaîne décisionnelle importante du département, les familles d'accueil, les foyers, les unités territoriales. Donc il y a beaucoup d'acteurs, une grande chaîne de décision qui est nécessaire évidemment pour assurer la sécurité des jeunes. Et donc nous, c'est dans ce cadre-là en fait qu'on a lancé une recherche-action, donc qui est effectivement financée, Julien le rappelait, dans le cadre de l'appel à projet Un jeune, un mentor, dont l'objectif de cette recherche-action, c'est de renforcer massivement le mentorat/parrainage à destination de l'aide sociale à l'enfance. On a un volet, si je prends le volet juste action, je parlerai du volet recherche après, mais le volet action, notre objectif, c'est de mettre en place près de 700 mentorats parrainage à destination des jeunes de l'aide sociale à l'enfance. Et donc, très concrètement, nous, le travail qu'on fait en tant qu'acteur intermédiaire, c'est qu'on fait remonter des besoins de la part des acteurs de l'aide sociale à l'enfance, donc de jeunes qui seraient en position d'être mentorés, parrainés, et on les fait matcher, je vais dire, en mauvais franglais, avec des associations de mentorat qui opèrent le mentorat. Donc, nous, on travaille essentiellement avec 4 associations aujourd'hui, que sont la FEV, Proxité, Les Ombres, comme mentionnait Julien avant, et ZUPDECO notamment. Donc ça, c'est sur l'aspect action. Et sur l'aspect recherche, en fait, on a 2 volets. On a un travail d'évaluation d'impact. Donc, essayer d'évaluer ce qu'apportent très concrètement les mentorats, les parrainages vis-à-vis des jeunes, avec un vrai enjeu de clarification pour nous. On aimerait savoir ce que ça apporte et ce que ça n'apporte pas. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que certaines fois, les messages sont un peu brouillés là-dessus. L'idée, c'est vraiment qu'on arrive à comprendre quels sont les apports vis-à-vis des jeunes de l'aide sociale à l'enfance. Est-ce que c'est différent par rapport à d'autres profils de jeunes qu'on voit? Et surtout, le plus important pour nous, c'est dans quelles conditions ça fonctionne particulièrement, parce qu'on le verra, il y a des spécificités qui sont assez propres à l'aide sociale à l'enfance. Donc ça, c'est un premier élément. Et le deuxième élément, c'est un volet que nous, alors, en termes de consultants, on appelle des recommandations stratégiques et opérationnelles. De manière un peu plus simple, l'idée, c'est de créer une sorte de boîte à outils à destination des acteurs du mentorat et du parrainage pour leur permettre demain de tout simplement pouvoir mentorer plus facilement des jeunes de l'aide sociale à l'enfance. Donc, par exemple, des associations qui n'ont jamais été en lien avec des acteurs de l'aide sociale à l'enfance, et qu'ils aient, par exemple, un mode d'emploi qui leur dit qui je dois contacter au sein du département, comment je peux mettre en place les mentorats, les parrainages, comment je peux former mes mentors pour qu'ils comprennent quels sont les enjeux derrière l'aide sociale à l'enfance. Donc voilà, c'est tous ces outils qu'on va essayer de créer avec cette recherche-action, et ça s'inscrit dans la droite lignée de ce que Julien a expliqué, à savoir on a un enjeu demain de développement du mentorat vis-à-vis des jeunes de l'aide sociale à l'enfance. Encore faut-il donner les moyens, vous le disiez Intissar, et encore faut-il donner les outils pour vraiment y aller de manière à la fois, je dirais, pertinente, efficace, et c'est ça qu'on veut faire. Nous, c'est créer un peu ces outils-là qui vont permettre, ou en tout cas, on l'espère, permettre aux acteurs du mentorat et du parrainage d'avoir un peu toutes les clés en main pour y aller de manière un peu plus sereine. Donc c'est vraiment ça le but.
Merci Christophe. Si je peux me permettre, est-ce qu'à date, vous avez déjà quelques premiers retours sur notamment les attentes et les besoins des jeunes en ce qui concerne le mentorat? Ouais, non, c'est intéressant comme question. En gros, bon, c'est vrai que là, on est vraiment au début du travail de recherche. Nous, le sentiment qu'on a, c'est qu'au fond, on est avec des jeunes, des enfants qui sont comme les autres, c'est-à-dire qui ont les mêmes envies, les mêmes aspirations, les mêmes appétences, mais qui ont connu et qui évoluent dans un contexte qui est particulier. Et c'est là-dessus, effectivement, qu'on va avoir des différences. Donc, qu'est-ce qu'on a comme différence qu'on pense observer? J'ai bien pense parce qu'on est vraiment au début. Je pense qu'il y a un sujet sur les effets du mentorat. L'hypothèse qu'on va essayer on va dire d'évaluer, nous, enfin qu'on va essayer plutôt de vérifier à travers l'évaluation, justement, c'est qu'on pense qu'on va retrouver tous les effets classiques du mentorat en matière de projection des jeunes, qui est plus facile, en matière de développement de leurs compétences, de leur capacité à mener des projets, par exemple trouver un stage, progresser à l'école, trouver un travail. Donc ça, on pense que c'est des choses qu'on va retrouver. On pense, ceci dit, qu'il y a un effet sur lequel on aura certainement on va dire un effet un peu plus fort parce qu'on part de plus loin, c'est l'aspect réduction de l'isolement social. Ce que nous on appelle l'isolement social, c'est le fait d'avoir peut-être moins de personnes sur qui on peut compter et du coup demain, justement de développer ces aspects d'échange, de liens. Donc on pense qu'au niveau des liens qui vont être développés, de sortie de l'isolement social, on aura certainement des effets peut-être un peu accrus. Ça, c'est le premier élément. Ensuite, sur les principales différences qu'on observe jusqu'à présent, mais ça a vraiment trait au contexte qui entoure les jeunes. Donc, nous, il y a 4 différences. Je vais le faire assez rapide, pour pas éclater le timing, mais on a une première différence, c'est sur la mise en place des mentorats, en fait. On se rend bien compte qu'en gros, on est dans un contexte qui est très différent des mentorats traditionnels, parce que beaucoup d'acteurs autour des jeunes, le département, les directions, les foyers, les éducateurs. On a aussi un autre sujet, c'est qu'on peut avoir des réticences qu'on n'a pas forcément dans d'autres contextes. Je pense à des réticences de certains éducateurs qui voient certaines fois d'un mauvais œil l'arrivée de mentors, qu'ils comprennent mal, ils voient mal la complémentarité du travail qui va être réalisé. Et certains nous l'ont dit clairement, mais Joumana en parlera beaucoup mieux que moi, on peut aussi avoir le sentiment qu'on nous remplace en tant qu'éducateur par des bénévoles. Donc il y a cette réticence qu'on peut retrouver. La principale conséquence que ça a, c'est que pas mal d'associations nous ont dit, mais certaines fois entre le premier contact et la mise en place du mentorat, on va avoir besoin de 6 mois à 1 an. Donc là, il y a un gros enjeu là-dessus, sur lequel nous, on va essayer de travailler. Le deuxième élément, c'est qu'une fois que c'est mis en place, la conséquence logique, c'est que de la même façon, on a un sujet de coordination des mentorats. C'est le jeune, il est entouré de beaucoup d'acteurs différents, je l'ai dit, une multiplicité d'interlocuteurs, les éducateurs, la famille d'accueil, d'autres types de référents. Et donc, dans ce sens, il y a un peu à cadrer de la manière dont on va interagir quand on est une asso de mentorat avec tout ce cadre-là. Et pour vous donner un exemple qui est beaucoup revenu, c'est si dans la relation mentor-jeune, il y a des éléments sensibles qui viennent à sortir, qu'est-ce qui se passe? Que doit faire le mentor vis-à-vis de qui il doit en référer? Donc souvent, on a un gros sujet autour de ça. Voilà, comment on coordonne les mentorats? Ça, c'est, je dirais, le deuxième point. Le troisième point, c'est typiquement le mentor. Il y a un vrai sujet sur le mentor. Beaucoup de questions se posent, côté ASE notamment, côté aide sociale à l'enfance, où beaucoup d'acteurs nous disent, mais nous, on veut être rassurés sur le niveau de formation et d'accompagnement du mentor. L'idée, c'est que beaucoup nous disent, il faut qu'ils comprennent ce qu'est l'aide sociale à l'enfance, qu'est-ce que c'est le parcours d'un jeune, comment il doit réagir en cas de difficulté particulière. Là-dessus, on a un vrai consensus. L'autre consensus qu'on a, c'est que tous les acteurs nous disent, et aussi, il doit partir d'une feuille blanche. Autant il doit bien connaître quel est le contexte de l'ASE, autant on n'a pas forcément à lui dire quelle est la trajectoire du jeune. Cette trajectoire du jeune, c'est lui qui va l'appréhender quand il va échanger avec lui, et c'est un peu le jeu de la relation. C'est-à-dire, si le jeune a envie de se confier, il se confiera. S'il n'a pas envie, il se confiera pas. Donc ça, c'est un peu le troisième élément, ce qu'on a autour du mentor. Et le dernier élément, et c'est la question qu'on va essayer, qui est un peu la question centrale de notre travail, c'est un peu la nature de l'accompagnement qui est préconisé entre le mentor et les jeunes de l'aide sociale à l'enfance. En fait, est-ce que le contexte aujourd'hui de l'aide sociale à l'enfance, ça justifie qu'on mette en place des modalités d'accompagnement spécifiques? Est-ce qu'il faut du mentorat qui est plus long, qui est plus intense, qui est plus cadré? Nous, on n'a pas de réponse là-dessus pour l'instant. Le sentiment qu'on a, c'est que malgré tout, il y a de la place pour tous les acteurs du mentorat, stage parrainage, parce que comme partout, en fait, il y a différents profils de jeunes, il y a différents besoins, et aussi bien le parrainage de proximité, alors là, je vais donner mes définitions, mais vous allez certainement avoir à redire, mais qui va être assez intense, s'inscrire dans la durée, créer une vraie relation sociale et affective avec le jeune, ça pourra être super intéressant avec certains jeunes, Ousmane nous en dira plus tout à l'heure, et certaines fois du mentorat peut-être un peu plus ciblé sur une problématique, je cherche un stage, j'ai un besoin qui émerge, là ça va être très bien. Je pense ou certaines fois des coups de fil aussi ponctuels, je dois faire mes choix sur Parcoursup,
Comment je fais concrètement? Je maîtrise mal le truc, c'est typiquement ce que font les ombres. Ben là, voilà, on fait plusieurs coups de fil et il peut y avoir des besoins. Donc, tout simplement, nous, le travail qu'on va essayer de faire, c'est ça, c'est essayer d'arriver à se dire, selon les besoins des jeunes, voilà le type de réponse qu'il faut apporter. Donc, en gros, pour vous dire tout ça en conclusion, que le message, nous, qu'on souhaite délivrer, c'est que oui, il y a des jeunes qui ont des parcours houleux, chahutés, chaotiques pour certains, mais au fond, ils partagent, et ça, c'est vraiment une conviction qu'on a, des aspirations, des envies, des besoins de tous les jeunes de leur âge. Donc au final, on a le sentiment que le mentorat, avec toutes les réalités qu'il comporte, du parrainage de proximité à des choses qui sont peut-être moins intenses, mais il peut leur être utile, d'autant plus que ce sont des jeunes qui sont sortis, ont des filets de sécurité qui sont plus minces que les autres. Donc c'est surtout dans ce cadre-là qu'on dit que c'est particulièrement utile. Et donc nous, c'est un peu ça le gros sujet qu'on va essayer de traiter, c'est typiquement quel type de mentorat pour quels besoins et dans quelles conditions, entre guillemets, ça marche. C'est un peu ça la mission qu'on s'est fixée. Voilà, j'espère que je n'ai pas trop écouté le timing. Merci beaucoup Christophe, quasi pile poil dans le temps. Effectivement, ce qu'on doit retenir, donc, c'est bien évidemment l'intérêt supérieur, j'ai envie de dire, de la demande de l'enfant et de la demande du jeune pour savoir quel est le projet de mentorat qui correspondra le plus à ses besoins et à ses attentes. Et justement, sans transition, Joumana, peut-être que vous allez pouvoir nous éclairer un petit peu, puisque vous êtes probablement partie des attentes et des besoins de vos jeunes, en tout cas des jeunes que vous accompagnez pour monter ce projet-là. Donc je vous laisse la parole pour que vous nous en disiez un petit peu plus sur ce projet de mentorat chez SOS Village d'Enfants à Nice. Parfait, merci beaucoup de m'avoir invitée. Donc moi je suis Joumana Gréhaigne et je suis éducatrice scolaire au village d'enfants SOS. Les villages d'enfants accueillent des enfants qui sont placés par décision judiciaire. Et la spécificité, en fait, il y en a deux. C'est l'accueil de la fratrie et l'accueil de type familial. Les enfants sont accueillis dans des maisons qu'on appelle villas, pavillons ou même des fois dans des appartements. Et ils sont accueillis avec la fratrie. Une éducatrice familiale s'occupe 24 heures sur 24 ou bien un éducateur familial de ces enfants et les éducateurs donc familiaux restent pendant 5 semaines, entre 4 et 5 semaines auprès de ces enfants et après elles sont remplacées par les aides familiaux qui sont là pendant 10 jours. On essaie de garder autant que possible le même binôme qu'on appelle nous binôme, ça veut dire éducateur familial et aide familiale. Pour justement que ces enfants aient un lien d'attachement avec les mêmes personnes et ce lien d'attachement les aide énormément dans leur scolarité en fait. Et on a vu, moi ça fait que 4 ans que je suis au sein des villages d'enfants, mais j'ai vu quand les enfants arrivent, se posent et qu'ils ont ce lien d'attachement avec l'éducatrice familiale, comment ils commencent petit à petit à progresser à l'école. Donc, moi, mon rôle, je fais beaucoup de choses, en plus du mentorat, si j'ose dire. Je travaille sur la coordination entre les écoles. Je participe à toutes les réunions qui concernent les enfants. Je travaille aussi avec les enfants qui ont des troubles des apprentissages et il y en a beaucoup qui en ont. Ou bien je vois avec les bénévoles, parce qu'on a des bénévoles aussi qui s'occupent du soutien scolaire des enfants, donc je vois avec eux comment ils peuvent les aider, donc je coordonne aussi. Donc là, je travaille avec l'école, avec l'équipe, bien sûr, parce que je fais le lien avec l'équipe des réunions que je fais dans les écoles. Et avec la famille, bien sûr, parce qu'il ne faut pas oublier que même si ce sont des enfants qui sont placés par décision judiciaire, ils ont des parents. Et certains enfants, pour la majorité, ils voient leurs parents. Et donc, moi, j'assure aussi le lien entre les écoles et la famille. Si les parents ont envie d'aller voir les enseignants, il n'y a aucun souci. Moi, je les accompagne pour aller voir les enseignants de leurs enfants. En plus de tout ça, il y a le mentorat qui s'est rajouté depuis mars dernier. Donc, en février 2021,
on a été contacté par Break Poverty et 22 jeunes ont bénéficié d'ordinateurs portables. Et en mars, les démarches, si j'ose dire, ont commencé pour la mise en place du mentorat. Je ne connaissais pas du tout à l'époque le mentorat. Et comme, en fait, j'avais compris ça comme ça, que ça pouvait aider les enfants dans leur apprentissage. Pour moi, c'était comme un soutien scolaire supplémentaire. Donc, c'était les collégiens qui ont reçu les ordinateurs à partir de 11 ans. Et donc, on a eu 22 ordinateurs, 22 jeunes. Et on a mis en place le mentorat. Tous les jeunes n'ont pas adhéré en fait au projet. Mais moi, je dirais 75% des jeunes ont accepté. Plusieurs jeunes, ils l'ont accepté d'emblée puisqu'ils étaient ravis d'avoir un ordinateur portable que pour eux, pour pouvoir travailler. Donc, c'était un grand plus. Mais ce qui est bien, c'est que nous avons reçu un questionnaire sur les besoins des jeunes par rapport au mentorat. Et j'ai essayé de remplir ce questionnaire avec les jeunes pour voir vraiment quels étaient leurs besoins par rapport au mentorat. Donc, c'est venu d'eux, en fait. La majorité ont parlé bien sûr, de soutien scolaire. Moi, j'ai vu que beaucoup de nos jeunes manquaient de confiance en eux, donc j'ai rajouté pour la majorité la case travailler sur la confiance, sur l'ouverture, parce que j'ai vu au-delà du soutien scolaire ce que pouvait amener le mentorat à nos jeunes. Le lien social, Christophe et Julien en ont parlé. Donc, j'avais mis le lien social. L'ouverture, c'est très, très important parce que les jeunes qui sont confiés à l'ASE, moi, je peux parler des villages d'enfants. On est beaucoup entre nous. Donc, c'est très, très important l'ouverture. On a eu l'occasion que certains mentors puissent venir rendre visite et passer des journées entières avec nos jeunes, faire des activités avec eux. Donc ça, c'était l'année dernière. Le Covid avait fait une petite pause, donc on a pu faire des activités avec les mentors. Certains mentors ont quand même arrêté le mentorat cette année, puisqu'on a reconduit quand même le mentorat depuis l'année dernière. On a rajouté d'autres jeunes. Donc, il y a certains jeunes qui ont voulu arrêter le mentorat. On discute avec le mentor et avec la personne qui s'occupe du mentorat à la FEV, parce que nous, on a fait quand même un partenariat avec Break Poverty et la FEV. Donc, du moment où le jeune nous demande d'arrêter, on n'arrête pas tout de suite, on essaie de trouver des solutions. Donc, j'ai trouvé pas mal de solutions avec la personne référente à la FEV pour remettre en place le mentorat. Par exemple, un jeune qui ne voulait pas que le mentor soit une fille, ça l'embêtait, un jeune de 11 ans. Et donc, elle a accepté et j'ai négocié avec lui qu'il pouvait faire un petit peu de physique-chimie parce que ses notes n'étaient pas top. Mais d'un autre côté, il pouvait garder un moment pour faire des jeux sur l'ordinateur. Et le mentor a accepté, il a joué le jeu aussi parce que c'est un échange aussi entre le jeune et le mentor. C'est pour ça, à chaque fois, je dis, c'est au-delà en fait du soutien scolaire. Nous avons des jeunes qui ont fait des sorties, qui sont allés au ciné ou aller faire du shopping avec leur mentor, aller au restaurant. C'est une ouverture. Je le dis à chaque fois, peut-être je me répète, mais pour moi, c'est comme des grands cousins. Parce que des fois, nous, on travaille énormément avec les jeunes sur l'orientation scolaire. Ils nous disent, oui, vous ne voulez pas que j'aille faire plus d'études ou voilà. Alors qu'on essaye vraiment avec mes collègues éducateurs. Et le mentor, parce que c'est une personne qui est plus jeune, qui a d'autres façons de faire, peut peut-être convaincre nos jeunes à accepter ce que nous avons dit depuis 1 an et que le jeune n'avait pas accepté.
Et je rejoins Christophe sur le fait que, oui, c'est vrai, tous les enfants confiés à l'ASE ont leur histoire. Et ben, c'est eux qui décident s'ils veulent parler de leur histoire ou pas. C'est comme quand il y a des jeunes au collège ou au lycée qui leur demandent, eh ben, pourquoi c'est pas tes parents qui signent les mots? Eh ben, c'est à eux de dire ou pas. On ne peut pas tout bétonner. La vie n'est pas tout le temps rose pour personne et en plus pour nos jeunes. Donc voilà, c'est vraiment à eux de décider de raconter ce qu'ils veulent raconter. C'est pas à nous. Les mentors, je pense, ils sont suivis. Moi, quand je vois le suivi qui est fait par la FEV, je me suis dit, ils ne sont pas choisis comme ça au hasard, les mentors. Donc, les former sur la protection de l'enfance, pourquoi pas, mais voilà, est-ce que c'est vraiment urgent, utile? Je ne sais pas, moi je vais vous laisser vous réfléchir. Zoumana, très rapidement, pardon, parce que du coup on est très très en retard sur le programme, mais très rapidement, est-ce que, enfin, vous avez l'air de parler de la constitution d'une sorte d'alliance éducative autour des Bien gens sûr. que vous accompagnez, dont le parrain, enfin le mentor fait partie, pardon. Comment vous expliqueriez-vous en tant que travailleur social la réticence que peuvent avoir certains travailleurs sociaux à l'idée d'introduire je dirais, au cœur de l'institution, des bénévoles qui ont pourtant eu un parcours aussi de sélection et de validation par des structures professionnelles. Bien sûr. En fait, c'est du boulot. On ne va pas se le cacher. Moi, j'ai cru en ce programme et je me suis battue avec certaines éducatrices familiales pour mettre en place le mentorat. Il n'y a pas eu de réticence chez tout le monde, mais il y a certains, pour eux, c'est un travail supplémentaire. Et il y a la crainte aussi de rentrer dans l'intimité du jeune. C'est une personne qu'on ne connaît pas en fait, c'est en virtuel. C'est une personne derrière un écran, on ne connaît pas cette personne et peut-être il y a cette crainte-là. Et surtout, ça demande du travail. Il y a des comptes rendus à faire. Là, moi, on a une animatrice, on se partage quand même la tâche. Mais si je peux donner un conseil, c'est qu'il y ait une personne référente, en fait, du mentorat dans les établissements. Ça peut aider parce que je sais, moi, en début d'année, on prend beaucoup de temps à mettre en place le mentorat. Mais là, depuis peut-être le mois de novembre, il y a très peu de mails parce que ça y est, tout s'est mis en place. Mais il y a la mise en place qui est longue. En plus, il faut avoir un bon rapport avec la personne en face. Donc, nous, c'est la FEV. On discute très facilement. On dit ce qui va, ce qui ne va pas. Moi, je leur avais dit, ce n'est pas la peine de commencer le mentorat au mois de septembre parce que c'est là où on met en place toutes les activités, toute la mise en place de la rentrée scolaire. Donc, voilà, elle a accepté, elle a attendu octobre. Donc, voilà, il faut dire les choses simplement. Mais ça prend du temps et il faut être convaincu. Et savoir travailler en partenariat et Tout en à fait. intelligence. Merci beaucoup, Zoumana. Comme je disais, j'aimerais vraiment qu'on puisse aussi laisser le temps aux différents participants de poser leurs questions. Donc, on va terminer les interventions avec un jeune, donc Ousmane, qui a vécu le parrainage, qui le vit encore, le parrainage / mentorat. Je vais faire la même chose que Christophe, puisque pour le coup, effectivement, la particularité de cette relation, c'est d'être une relation familiale et affective, mais aussi une relation qui vient booster, j'ai envie de dire, le parcours d'insertion socio-professionnelle d'Ousmane. Ousmane, merci d'être avec nous, merci de ton témoignage. Je te laisse la parole pour raconter ton histoire. Merci, bonsoir tout le monde. Je m'appelle Ousmane et je suis venu en France depuis 2017. Je suis parti vers France parrainage par rapport à une très grande difficulté et par rapport à l'abandon. Et parce que j'ai vécu une période très difficile. Une période aussi, qu'on peut dire en français, idées suicidaires. Les idées suicidaires, c'est dramatique à dire ça, mais c'est arrivé dans notre vie parfois.
un être humain qui est bien, il ne peut pas prendre la Méditerranée quand même. Par rapport aux souffrances, par rapport aux trop de choses. Mais je pense aujourd'hui, et s'entraîner et soigner le moteur. Avec France Parinade, avec mon parent, qui est mon père, parce que je le considère comme mon père toujours, toujours. Quelqu'un qui m'a protégé, qui m'a sauvé la vie. Et ces personnes-là, je ne vais pas l'abandonner. Il est à côté de moi. Et je vais remercier aussi France Parrainage, parce que toujours France Parrainage, ils ont les moyens de trouver une solution, de mettre les humains au centre. Et je pense que c'est important. C'est important qu'on soit réunis comme ça, et de parler mêmes idées et mêmes désirs. Je pense que c'est très important. Ça fait 3 ans et demi, je me trouve partout, à gauche, à droite, j'ai les êtres humains à côté de moi, et je me sens en sécurité. Depuis 3 ans. Depuis 3 ans, je suis libre. Vous voyez. J'ai fait 9 mois en prison en Libye 2016. Ils m'ont vendu à 300 €. Vous voyez. Un être humain, il faut le vendre à 300 €. Et cette haine, on veut mourir avec ça. Mais parfois, il faut pardonner sans oublier, comme on dit. C'est normal. Il faut pardonner sans oublier, mais on ne peut pas oublier tout quand même. Parce qu'on est des victimes, on n'est pas des témoins. Parfois, il y a certaines personnes, ils pourront faire comme une victime. Mais ce ne sont pas des victimes, en fait. C'est des témoins. Et témoins, ils ne sentent pas le mal. Vous voyez? Et vraiment, moi, je les remercie encore les France Parrainage, tout ce qu'ils m'ont fait. Et parce qu'ils m'ont vraiment sauvé la vie. Et c'est les choses, ils m'ont vraiment aussi. Et si vous voyez, comme ça, c'est grâce à leur encouragement. Et cela, j'ai pris mon première et dernière décision. Et parce que j'ai vécu une période très, très, très difficile. Parce que quand on dit c'est difficile, parce qu'on a fini déjà les matchs. On ne peut pas aller en finale toujours, mais perdre même finale. Au bout d'un moment, il faut qu'on fasse autre chose. Vous voyez? Et je vais remercier aussi à mon parent, M. Collant. Et parce que c'est lui, si vous voyez, je suis là aujourd'hui, et c'est grâce à lui. Il m'a aidé pour rester à l'école. Il m'a aidé aussi pour que je puisse intégrer dans la société française. Et parce que c'est important de ce pays, notre pays, comme la France. Et c'est important aussi, et parce que la France, je peux dire que c'est mon pays d'adoption aujourd'hui. Bien sûr. Parce que la France m'a donné tout. Elle m'a ramené à l'école, elle m'a donné une maison, elle m'a donné sous toi quand même à vivre comme tout le monde pendant 3 ans. Et merci encore à tous les bénévolants et qui partagent les mêmes idées et les mêmes plaisirs aux immigrés ou aux personnes étrangères en fait. C'est important de dire ça. Merci Ousmane. Merci pour ton témoignage. Je crois que tout le monde s'applaudit parce qu'il fallait un sacré courage pour venir témoigner. On va vous laisser prendre 5 minutes, Gwenaël. On vous laisse prendre 5 minutes avec Ousmane et puis vous nous redonnez les extraits. Regarde. On est avec toi, Ousmane. Ok, c'est très fort. Bravo, Ousmane. Voilà, le parrainage, quelques minutes. le mentorat, voilà, oui. Générer quelques émotions. C'est très fort. Bravo. Bon. J'ai perdu trop les amis dans la même 2017. Oui. Oui, Ousmane. Oui. Ils sont là avec nous ce soir. Tu es là pour témoigner, pour porter la parole de Ousmane. Est-ce que c'est une vérité, ça? Un être, il est mort? Oui. C'est une grave question. Voilà, c'est aussi ça, la réalité des enfants, des jeunes qui ont ce parcours à l'aide sociale à l'enfance. C'est aussi des parcours difficiles. Moi, je partage quand on me dit que voilà, il ne faut pas forcément toujours tout partager, mais les parents sont quand même partagent la vie de ces jeunes-là et la vie quotidiennement. Donc, parfois, ils ont besoin aussi d'avoir quelques informations et c'est peut-être ça qui est difficile au sein de l'enfance, des fois, ce partage d'informations.
Gwenaël, Ousmane, vous nous revenez quand vous êtes prêts? Bon. On va avoir du mal à se remettre de ça, mais on va essayer pour terminer du mieux possible cette table ronde. Paul, je te laisse la main pour savoir s'il y avait des questions. J'ai cru en voir plein. Avec grand plaisir. Alors, on a eu pas mal de questions. Je vais commencer. J'ai essayé de les trier un peu, parce qu'il y en a qui sont arrivés à différents moments. Et je sais que Christophe va devoir nous quitter un peu avant la fin de cette table ronde. Il me semble qu'il y en avait une qui était en particulier, qui vous était destinée et adressée. C'était une question qui demandait si, Christophe, est-ce que vous pourriez, à partir de ce que vous avez observé aujourd'hui, de cette recherche-action, nous dire dans quelles conditions ça peut fonctionner, le mentorat, le parrainage, pour les jeunes suivis par l'aide sociale à l'enfance, confiés à l'aide sociale à l'enfance, ou est-ce que c'est encore trop tôt dans ce que vous avez pu rechercher? Ouais, c'est un peu tôt encore aujourd'hui. Je pense qu'il y a en tout cas un gros sujet, j'ai essayé d'exprimer, c'est la capacité à bien identifier le besoin, on va dire, initial. Et ça c'est un peu le cœur du sujet, quoi. C'est à quel point, quand on est une association de mentorat, on arrive à bien travailler avec les représentants de l'aide sociale à l'enfance, à leur donner aussi les clés de quand je suis la FEV, quand je suis France Parrainage, quand je suis parrain par 1000, voilà ce que je peux apporter. Voilà concrètement comment j'interviens, et donc donner les clés pour que les éducateurs notamment puissent se dire ok, donc ça veut dire que quand je vais échanger avec les jeunes, c'est typiquement tel ou tel besoin spécifique que je vais essayer de trouver et sur lequel le mentorat va pouvoir aider, quoi. Donc je trouve que après il y a tout qui découle, hein. C'est l'organisation que je mets en place pour arriver à identifier le besoin, c'est la relation de confiance que je tisse avec les acteurs de l'aide sociale à l'enfance, c'est la coordination aussi que je peux apporter, et Joumana l'a bien exprimé tout à l'heure, il y a quand même un jeu d'échange constant qu'il faut avoir, mais en tout cas nous on sent que le cœur du sujet c'est ça, quoi. C'est comment j'arrive à identifier des besoins, et en sachant que souvent les besoins ils sont pas forcément verbalisés facilement, et donc il n'y a pas un enfant qui va arriver et qui va vous dire, moi, au vu de la trajectoire professionnelle que j'imagine, ça suppose que je travaille particulièrement les maths et le français parce que je me projette à 10 ans. Donc il y a un peu ce sujet-là d'arriver à bien qualifier le besoin pour que demain l'acteur mentorat, parrainage ou autre, il puisse avoir une intervention qui entre guillemets fonctionne, même si c'est pas aussi mécaniste que ça, quoi. Mais en tout cas voilà, ça se joue beaucoup là-dessus. En tout cas c'est le sentiment qu'on a jusqu'à présent. Voilà, je suis désolé, la réponse n'est pas folle, mais bon, on sent qu'il y a un truc qui joue là-dessus, quoi. Merci Christophe, mais vous aviez répondu un petit peu tout à l'heure, hein. On savait que vous n'étiez pas encore assez avancé, effectivement, pour pouvoir répondre précisément à cette question. Paul, d'autres questions? Oui, très bien, alors là je vais plutôt me diriger vers Julien, avec une question qui vient de Inda, si je ne dis pas de bêtises, et je pense qu'elle va en intéresser plusieurs ici, parmi nous, dont Intissar et moi-même. Est-ce que la proposition de systématiser le mentorat et ou le parrainage ne risque pas de rester lettre morte dans l'application concrète de ce volet législatif? Au revoir Christophe. Et merci. Non. Non, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que la loi est là pour fixer les grands principes. Le grand principe que nous, on a voulu fixer, c'est celui de l'accès systématique à un mentor pour tous les jeunes de l'aide sociale à l'enfance qui rentrent au collège, et son inscription dans le PPE, dans le projet pour l'enfant. Mais évidemment qu'après, les conditions de sa mise en œuvre doivent être travaillées, surveillées, définies ensemble, mais s'il s'agissait juste de fixer des grands principes sans s'intéresser à la manière dont on va le mettre en place, effectivement, ça ne sert à rien. Ça, c'est le premier élément. Et on sait, je suis bien placé même pour savoir que dans la loi de 2007 et la loi de 2016, il y a encore des choses qui sont insuffisamment mises en place par les départements notamment, mais pas que, hein. Je pense qu'il faut quand même que
on accepte ici qu'il s'agit d'une responsabilité collective qui est partagée. Mais en tout cas, nous, on mettra tout en œuvre, bien entendu, pour que on puisse s'assurer de la mise en œuvre concrète de cette disposition. Il y a la recherche-action qui est menée par Drake Powerty, même si Christophe nous a quittés, parce que c'est aussi des éléments de réponse pour s'assurer que tout ça sera mis en place. Et on ne va pas faire en sorte qu'on fixe un grand principe et qu'il ne soit pas mis en place. Nous, on est extrêmement attentifs à ce que parfois le président de la République appelle le dernier kilomètre, c'est-à-dire s'assurer que les dispositions qui sont votées dans les lois soient effectivement mises en place et arrivent effectivement concrètement pour les personnes qui sont visées par les dispositions législatives. Donc moi je vous dis non. Par contre, cette mise en place, elle dépendra de la mobilisation de chacun. Elle ne dépendra pas que de la mobilisation du cabinet d'Adrien Taquet ou d'Adrien Taquet. Elle dépendra aussi de la mobilisation des départements, elle dépendra aussi de la mobilisation des associations. Et en fait, on est en plein dans une responsabilité qui est totalement partagée. Merci Julien. Merci Julien. Je vais continuer également avec les questions. Alors, c'est dommage, j'en avais une qui aurait été adressée, je pense, à Gwenaël Collin, le parrain / mentor d'Ousmane, mais ils ont dû nous quitter. Donc je vais me tourner maintenant vers Joumana. Avec Joumana, on va avoir besoin de votre œil vraiment de professionnel de terrain, avec une question. Je pense que Romain Delafèvre a été assez impliqué, puisqu'il a posé pas mal de questions. Donc je vais notamment en poser une de celles que vous avez mises sur le chat. Est-ce que, Joumana, de par votre expérience de mise en place du mentorat, vous avez pu voir des jeunes qui ont vu d'autres jeunes de la structure bénéficier du mentorat? Donc ces jeunes étaient un peu réticents au départ et ils se sont dit qu'ils allaient tenter l'expérience après avoir vu leurs amis au sein de la même structure revenir du mentorat. Oui, je l'ai vu dans les deux sens en fait. Il y a des jeunes qui, parce que leur sœur avait un mentor et que ça se passait très bien, et ben, elle était contente. Donc, quand elle a eu 11 ans, j'ai demandé un ordinateur et un mentor et elle était ravie, bien sûr. Et il y en a d'autres, quand sa sœur a dit, ben, moi, j'éprouve plus le besoin d'avoir un mentor, et ben, le jeune a dit, ben, moi non plus, j'ai plus envie. Donc, c'est comme dans la vraie vie, en fait, c'est que, oui, les relations humaines peuvent avoir de l'influence sur les uns et les autres, bien sûr, oui. Et je vais être franche, j'ai même utilisé des jeunes pour lesquels le mentorat se passe très, très bien, pour parler de leur expérience et pour pouvoir convaincre d'autres jeunes à accepter le mentorat. Et ça a marché. Merci beaucoup, Joumana. Et alors là, comme on a eu quelques départs, je me serais tourné vers Christophe, je vais peut-être même me tourner vers l'animatrice. Et après, je pense que ça sera aussi à Julien et Joumana de compléter, puisqu'on vient d'avoir une question de Zainab et qui me fait penser à une autre question qu'on avait reçue tout à l'heure. C'est comment les structures de mentorat peuvent contacter les professionnels de l'ASE qui ne sont pas au courant du dispositif et comment les convaincre. Et après aussi sur le terrain, je vais la relier avec une autre question qu'on a eue tout à l'heure, qui était, pour accompagner ces jeunes, est-il nécessaire d'avoir une convention avec le conseil départemental? Donc là, on est vraiment sur la faisabilité et la praticité du mentorat et du parrainage pour les jeunes suivis par l'aide sociale à l'enfance. Donc, Intissar, peut-être si tu veux compléter directement, et Joumana et Julien, si vous voulez aussi répondre après à ces questions. Ah, la vie du partenariat en protection de l'enfance est loin d'être un long fleuve tranquille. Concrètement, ça fait maintenant 5 ans que je travaille chez France Parrainage. France Parrainage est une association qui existe depuis 1947. On met en place du parrainage de proximité dans un certain nombre de départements depuis les années 90, avec des conventions qui sont signées avec les services enfance-famille, des directions enfance-famille convaincues par le parrainage. Et pourtant, il nous arrive encore et encore de ramer avec des antennes qui ont 25 ans d'existence dans certains départements parce que on ne peut pas convaincre tout le monde.
en fait, il y a parfois des travailleurs sociaux qui ne seront peut-être jamais convaincus du parrainage. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est un travail de longue haleine et c'est un travail. En fait, il faut tenir la distance parce que ce sont essentiellement les travailleurs sociaux de terrain qui vont être les premiers prescripteurs du parrainage. Donc, on a beau convaincre un conseil départemental, une direction enfance et famille, que le parrainage, le mentorat est bénéfique, est un dispositif complémentaire de l'aide sociale à l'enfance, si on n'a pas l'adhésion des travailleurs sociaux de terrain qui sont en fait les référents éducatifs des enfants et des jeunes et qui sont ceux qui les connaissent le mieux et donc du coup en capacité de pouvoir identifier leurs besoins et leurs attentes en ce qui concerne une action de mentorat ou une action de parrainage, en fait, on ne peut pas travailler sans eux. Donc, en réalité, nous, on va dire que notre convention institutionnelle est avec le conseil départemental, mais par la suite, nos relations partenariales et nos relations quasi individuelles se font entre nos travailleurs sociaux, donc les travailleurs sociaux de notre association, et les travailleurs sociaux des structures d'accompagnement, que ce soit des structures de placement, donc des MEX, effectivement, ou même je peux inclure dedans les familles d'accueil, ou les dispositifs de milieu ouvert comme l'AEMO ou encore les dispositifs administratifs tels que l'AED, enfin l'aide éducative à domicile. Donc en fait, les premières personnes avec lesquelles vous devez être en lien, j'ai envie de dire, pour concrétiser le projet de parrainage, c'est avec les travailleurs sociaux de terrain, ceux qui sont au plus près de l'enfant. En revanche, nous, par exemple, notre association ne peut pas intervenir si elle n'est pas conventionnée avec un conseil départemental ou à minima conventionnée avec une MEX directement. Ça, c'est quelque chose qu'on avait tenté de conventionner directement avec une maison d'enfants à caractère social sur un département où nous n'étions pas, mais la MEX voulait travailler particulièrement avec France Parrainage parce qu'elle voulait mettre en place notre proposition de parrainage, de mentorat, notre façon de faire. Et là, il y a eu plein d'autres problèmes, en fait. C'est que, concrètement, ceux qui donnent l'autorisation de la mise en place d'un parrainage pour un enfant ou même de mentorat, ce sont les référents de l'aide sociale à l'enfance. Et dans une MEX, même si l'éducateur est convaincu que le parrainage pourrait être une bonne chose pour l'enfant, si le référent ASE, donc celui qui a, entre guillemets, la responsabilité administrative d'une certaine manière de l'enfant, s'il n'est pas d'accord pour la mise en œuvre du projet, il y a un blocage et il est quasi impossible de mettre en place le projet, en tout cas de parrainage. C'est pour ça qu'il y a une vraie distinction à faire entre les différentes offres, je dirais, de mentorat, parce que le parrainage de proximité, effectivement, il y a une grande dimension quand même socio-affective et une grande dimension familiale qui fait que les parrains et les marraines accueillent les enfants à leur domicile à raison d'une fois par mois, le week-end, les temps de vacances scolaires, etc. Donc, c'est sensiblement différent du soutien scolaire ou de l'insertion socio-professionnelle qui nécessiterait peut-être effectivement un petit peu moins de, je dirais, de cadrage institutionnel que le parrainage de proximité. Je vois Julien qui lève la main, Intissar, donc allez-y Julien, et après peut-être que Joumana pourra venir conclure avec ses mots et son point de vue justement de partenaire sur le terrain. Oui, pardon, est-ce que je voulais réagir effectivement directement aux propos qui viennent d'être tenus, c'est-à-dire que effectivement c'est pas simple de travailler de manière structurée avec l'aide sociale à l'enfance, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs, il y a les départements, enfin, bon, on connaît tous ça. Moi, je voulais simplement vous indiquer que quand le projet de loi sera définitivement indiqué et promulgué, voté et promulgué, on a prévu un courrier du ministre à l'Assemblée des départements de France, à tous les présidents de départements et aux têtes de réseau, c'est-à-dire les grandes structures qui gèrent les établissements d'aide sociale à l'enfance pour justement mettre en avant le parrainage et le mentorat et leur dire qu'il était absolument nécessaire de travailler à faciliter l'accès aux différents acteurs à l'ensemble des établissements. Ça, je ne vous garantis pas que ça va entraîner un open bar permanent et immédiat, mais voilà, ça sera en tout cas notre contribution au sujet. Et juste un deuxième élément qui est extrêmement important,
le PJL que j'évoquais qui systématise le mentorat, il systématise aussi un élément qui est extrêmement important, qui est le contrôle des antécédents judiciaires de tous les bénévoles qui vont travailler avec les jeunes. Et ça va directement impacter les mentors, les parrains, les marraines, puisqu'il y aura dorénavant systématiquement une vérification du B2, casier judiciaire classique, et du FIGES, c'est-à-dire le fichier sur les infractions sexuelles. Donc ça, c'est une dimension qui est importante. On n'en a pas parlé directement, mais la question quand même de la protection des jeunes est importante, mais ça peut aussi être de nature à rassurer les différents référents, éducateurs, etc., parce que on vérifiera évidemment collectivement que un certain nombre de sujets ne posent pas de difficultés. Voilà. Merci Julien, on espère effectivement, puisque jusque-là on n'avait que le B3 et on est ravis d'entendre ça. En tout cas, moi je suis particulièrement ravie et je pense que Paul aussi, on y a beaucoup travaillé. Merci. Joumana, peut-être que vous voulez conclure sur cette question ? Franchement, non, j'ai pas grand chose à rajouter, tout a été dit. Bon. Mais moi, je peux parler de mon expérience. Il faut être vraiment convaincu des bienfaits du mentorat pour pouvoir le mettre en place. Je ne peux pas dire mieux que ça. Merci beaucoup, Joumana. Intisar, avant de te laisser le mot de la fin, je voulais juste aussi reprendre, c'était pas une question parce qu'on n'aura plus le temps, je suis désolé. N'hésitez pas, pour celles et ceux qui ont encore des interrogations après à venir vers nous. Je pense qu'il y aura tous les moyens mis en charge pour ça. Je voulais juste faire un commentaire qui nous est remonté par Axel, du coup, étant donné que Christophe Sanchez est parti, pour dire que la recherche-action qui est menée par Break Poverty a également pour objectif de travailler à un guide pour lancer les partenariats. Donc, au-delà de ce qu'a pu dire Intisar, des apports de Julien également, vous pourrez, si vous souhaitez lancer du mentorat en partenariat avec l'aide sociale à l'enfance, vous appuyer sur ce guide avec les interlocuteurs, l'ordre à suivre, les arguments justement et tout ce que vous pourrez utiliser dans cette démarche. Et je laisse le mot de la fin à Intisar. Mais le mot de la fin, c'est merci à tous. Je ne vais pas être très originale. Je pense que le mentorat, le parrainage en protection de l'enfance, c'est un sujet, ce sont des sujets dans un vaste sujet. Donc, du coup, on n'aura pas eu le temps de tout, de tout aborder et loin de là. Je pense que ça nécessitera d'autres tables rondes, peut-être sur des thématiques plus spécifiques, toujours dans ce domaine large, mais elle aura eu le mérite d'avoir existé, cette table ronde d'ouverture de la force du mentorat à destination des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance. Merci à toutes et tous pour vos contributions, les intervenants, les participants. Et on est pile poil dans les temps, il est 17h59, on est super fort, vous êtes super fort. Merci, bonne fin de journée et à très bientôt.